La grosse honte de la France et surtout de son président qui s'agite à tout va, qui se prend pour Napoléon, qui se prend pour Hitler, qui veut toutes les guerres du monde, il veut défoncer les Russes, il veut sauver l'Ukraine, il veut sauver les États-Unis en Iran. Mais c'est à lui la honte parce que finalement, il a négocié avec des putschistes. Si on devait libérer un Français contre des otages, ces otages auraient dû être détenus par les Français. Mais comment se fait-il qu'on libère un Français? Et c'est le Front de libération de l'Azawad. Ces événements ont-ils des liens? La grâce accordée aux Français exiliés et la libération des 82 soldats maliens par le Front de libération de l'Azawad. Et on aurait pu croire que c'est le hasard, comme tu l'as dit. Tu te rappelles, en cours de philo au collège, on nous disait que le hasard est la rencontre de deux déterminismes voyageant incognito. Cours de philosophie, classe de terminale. C'est ça. Mais maintenant, on se retrouve face à deux déterminismes qui ne voyageaient pas incognito, qui se connaissaient, mais qui faisaient semblant de ne pas se connaître. Donc les deux déterminismes se connaissaient, même s'ils faisaient semblant de voyager incognito, ils se connaissaient. Alors, dire que la libération de mercenaires terroristes français n'a rien à voir avec la libération de 82 braves fils du Mali, je crois que c'est prendre des gens pour des ânes. Mais en France, on n'est pas à un coup près de prendre les Africains pour des ânes. Si ce n'était pas lié, dis-moi, pourquoi on a senti la nécessité de faire monter des terroristes sur les médias officiels français pour dire que non, ce n'est pas lié? Si ce n'est pas lié, ce n'est pas lié. Est-ce qu'on a besoin qu'ils viennent dire que ce n'est pas lié? Est-ce que quelqu'un leur avait dit que c'est lié? À mon avis, à ce que je sache, aucun média, aucun officiel, ni français, ni malien, n'avait dit que les deux faits sont liés. Dis-moi pourquoi les terroristes du FLA vont maintenant sur les antennes d'une télévision officielle française juste pour dire que ce n'est pas lié. Donc tu vois, c'est que ces gens-là, comme je t'ai toujours dit, c'est des négrophobes. Ils prennent tout ce qui est noir pour une bande d'idiots. L'homme du FLA, tu l'as vu, hein, c'est un blanc, hein, c'est un genre arabe blanc. Donc il est allé chez ses frères blancs européens et il croit qu'on peut tourner les noirs en bourrique. Hein, comme les noirs, ils ne connaissent rien, on va les blaguer. Bon, ce n'est pas lié. Nous, les gens du FLA, on est des gens très gentils, très bons, très sensibles. Mais les 82 soldats étaient là-bas depuis. Hein. Pourquoi on ne les a pas libérés? Alors, donc moi je crois que poser la question si c'est lié, disons, la question est superflue, Gilles. C'est plus que lié, c'est intimement lié. Maintenant, la grosse honte de la France et surtout de son président qui s'agite à tout va, qui se prend pour Napoléon, qui se prend pour Hitler, qui veut toutes les guerres du monde, il veut défoncer les Russes, il veut sauver l'Ukraine, il veut sauver les États-Unis en Iran. Mais c'est à lui la honte parce que finalement, il a négocié avec des putschistes, ce qu'il appelle les putschistes. Tu comprends, non? C'est-à-dire que les seuls Africains qui refusent le ridicule des démocraties hypocrites, qui sont honnêtes, qui veulent gérer leur pays avec leur population, dans l'intérêt de leur population, qu'on appelle putschistes, alors que les soi-disant démocraties, hein, qui sont des championnats d'hypocrisie, de malice, de mensonges, de manipulation, sont applaudis à Paris. Oui, c'est ça, c'est démocratiquement élu, hein, démocratiquement élu président de la République, démocratiquement élu président d'autre chose, président machin. Bon, donc ceux-ci, ils ont refusé, on dit putschistes. Et on les regardait de haut. Aujourd'hui, on est obligé d'aller négocier avec eux pour obtenir la libération d'un espion. Alors, pour revenir sur l'espion lui-même, comme tu le disais, mais au départ, on a dit que ce n'était pas un espion, c'était juste un petit agent technicien aéronautique qui se promenait là-bas par hasard. Tu te rappelles, il y a eu des cas similaires au Burkina Faso. Hein? Il faudrait que la France sache que le temps des Bob Denard et des Foccart est passé. Oui, mais Excellence, pour revenir sur le rapport évident que vous avez vu, mais ce rapport est quand même bizarre parce que si on devait libérer un Français contre des otages, ces otages auraient dû être détenus par les Français.
Mais comment se fait-il qu'on libère un Français et c'est le Front de libération de l'Azawad Le Front de libération de libère l'Azawad des otages en contrepartie. Oui, c'est la libération de l'Azawad. Nous l'avons dit et redit ici 1000 fois, hein, Gilles. Je sais que tu me grattes exprès la langue pour me faire parler. Les Fronts de libération de l'Azawad, c'est l'armée française détachée pour appliquer le terrorisme dans le Sahel, c'est tout. Quel front de quelle libération de quel Azawad? Donc pour vous, cette libération confirme le lien entre... Attends, qui a donné Kidal au FLA, au Touareg? Ce n'est pas la France? Tu veux dire qu'ils ne se connaissent pas? Mais ces gens-là, c'est plus que se connaître. Alors, l'autre qui pérorait sur TV5 en France, il est allé comment en France? Il a quand même eu un visa. Comme qui? Il a eu un visa comme chef de l'armée terroriste de la France au Sahel. Voilà à quel titre on lui a donné le visa pour aller noyer leur désir de secret, mais il est allé plutôt dévoiler le secret. Il n'avait pas besoin de ça. Mais bon, comme ils se prennent chacun pour un grand communicant, on l'envoie avec un turbané en train d'embobiner les gens. Il peut embobiner les Français parce que, tu sais, les Français, le peuple est sous-informé. Mais ce n'est pas le cas en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, même le dernier des villageois au Mali, au Burkina, au Niger est mieux informé même que des intellectuels français. Donc, il peut embobiner les Français. Ce Touareg-là peut embobiner les Français, mais pas les Africains que nous sommes. On sait ce qui se passe. Sa question m'a fait rire parce que je sais qui connaît la réponse avant de la poser exprès. Rappelons un certain nombre de choses. Depuis 2022, on a toujours soutenu le fait que la France soit d'intelligence avec les groupes terroristes, rebelles, etc. Et que tout le désordre qui s'opère justement dans le Sahel est manigancé exprès par la France. La France a bien fait de nier à chaque fois. Sauf que les faits la rattrapent à chaque fois. Voyez-vous, elle a obligé le régime malien à compiler un certain nombre d'éléments évidents qui lui a permis de constituer une plainte en bonne et due forme auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'était la belle occasion pour la France d'aller malien et de montrer à tout le monde entier que c'est des imposteurs. Mais c'est la France qui a fait la main basse sur justement cette plainte-là, qui n'a jamais prospéré. Et puis, au moment où on les chassait justement du Mali, ils avaient dit, ah non, qu'ils sont là pour assurer la sécurité, aider les peuples. On dit, bon, écoutez, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Peut-être que vous l'avez fait de bonne foi, mais les résultats ne nous satisfont pas. Nous vous remercions vraiment pour vos bons offices, vos œuvres, etc. Partez. Voyez toute la difficulté que la France a eue pour quitter le Sahel. Elle a pris ça tellement à mal qu'on se demande, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle cache véritablement? À l'époque, les terroristes n'avaient pas de drones, n'avaient pas les véhicules blindés, etc., etc. Dans la suite, aujourd'hui, tout ce que les rebelles ou les terroristes utilisent contre les pays du Sahel, mais c'est des armements extraordinaires. Tout le monde, même les Français, les journalistes français nous ont dit que, mais écoutez, c'est depuis l'Ukraine que la France est de connivence avec les services de sécurité, etc., pour faire déferler les armes dans le Sahel et tout ça. Et ça a créé même la colère, l'irée de Macron à chaque fois. Ben, écoutez, les dirigeants du Sahel, notamment du Mali, ne sont pas bêtes. Est-ce que vous pensez qu'en matière de communication, ils ne sont pas suffisamment subtils pour sortir les deux communiqués le même jour dans un contexte de libération? Eh bien, ils laissent le soin à l'opinion, mais de se faire tout simplement. Parce que, mais, quelle est cette concomitance extraordinaire? Et puis, tellement ils sont maladroits que le porte-parole du FLA nous dit « Ah non, c'est des gens qui étaient en otage depuis 2002, etc. » Comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant. Si depuis ce temps, il y en avait qui étaient malades, qui avaient des soucis, etc., ils n'ont pas senti l'envie ou l'humanité, même l'envie de libérer des gens. Et cet humanisme-là surgit subitement dans le contexte de libération d'un mercenaire français. C'est quand même extraordinaire que ce soit dans ce contexte-là. Mais je remercie bien sûr cet acte qui a été posé par Assimi Goïta, qui montre combien il est très attaché non seulement à son armée, mais à son peuple, tout simplement parce qu'il s'agit là des frères d'armes
qui ont été libérés, c'est des citoyens maliens qui ont besoin de retrouver leur famille, etc. Ça, il a posé un acte d'un vrai père qui s'y prend pour la cause de ses fils et de ses enfants. Et partout où ils sont, il est prêt donc à les sortir de cette situation-là. C'est un acte hautement humain, puisque même dans le communiqué, il précise clairement que, vu les principes du vivre ensemble, le pardon, le sens du pardon, en tout cas, les valeurs humaines qui caractérisent le peuple malien ont participé justement à poser ce cadre. Dans le même communiqué, il a fait mention des médiations d'un pays ami, d'un pays frère. Oui. Est-ce qu'il s'agit du Qatar, de l'Algérie, de la Turquie, du Maroc, du Togo ou des réseaux d'influence locaux? Qui a pu faciliter une telle opération? Avant de chercher à le connaître, il faut d'abord le remercier. Parce que vous voyez, quand on rentre bien dans le contexte de l'Africain, on adopte ce principe que lorsque la maison d'autrui brûle, il faut l'aider à l'éteindre parce que le feu risque de se métastaser vers votre maison. Le principe d'intervenir dans un tel contexte pour assurer la médiation et permettre la libération de 80 citoyens maliens est tout à fait salutaire. Et si le Mali a dans son communiqué inséré cela, c'est vrai, on ne peut que supputer. En imaginant les choses, on peut se dire sûrement que ce doit être un pays comme le Maroc qui est très habitué dans ces genres d'offices assez souterrains et discrets, voyez-vous. Donc moi, je pense que pas la France. Ça doit être probablement le Maroc, qui a quand même de bonnes relations aujourd'hui avec la France et qui sait se positionner, être dans une position assez transversale et qui convainc un certain nombre de choses. Et je sais que le Mali et le Maroc entretiennent de très bonnes relations. Je vois à peu près le contexte diplomatique qui s'opère là-bas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de soupçons sur le Maroc, qui n'a de problème avec personne, à part les belliqueux qui l'entourent et qui le provoquent d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut d'abord le remercier tout simplement. Son identité nous importe très peu. Même s'il est dans l'homme, on le remercie d'avoir eu cette lucidité, d'agir pour qu'il y ait une certaine forme d'apaisement et puis que les valeurs humaines soient exhumées à travers ce acte-là. Ouais. Excellence, il pourrait s'agir du Togo aussi, hein. Parce que le général Assimi Goïta écoute beaucoup son homologue togolais dans l'affaire des 48 ou 49 déjà, non? Les militaires ivoiriens qui ont été libérés. Le Togo a joué un grand rôle. Cette fois-ci, est-ce que Lomé est intervenu dans ce dossier? Oui, comme l'a dit Luc tantôt, qu'on le connaît sous nom, qu'on le remercie, celui qui a fait cette intervention. Ça pouvait être le Togo, mais à partir du moment où l'État du Mali a jugé nécessaire de taire le nom du bienfaiteur, c'est qu'ils ont des raisons sérieuses. Le Togo, ça aurait pu être le Togo, pourquoi pas? Le Togo a déjà donné un coup de main dans la libération de 49 terroristes ivoiriens, envoyés, comme tu le sais, pour agresser. Il a joué un rôle dans beaucoup de choses. Malgré ça, chaque fois qu'il finit de leur donner un coup de main, ils en font leur ennemi parce que on ne chante pas les louanges de la France-Afrique. Mais si c'est le Togo, tant mieux. Mais moi, je pense plutôt qu'au lieu du Togo ou du Maroc, ce soit un des pays qui finance les terroristes. Parce que déjà, ils agissent en cercle. Bon, comme c'est toi qui leur donnes l'argent, appelle-les, dis-leur de libérer des otages, des prisonniers de guerre, pour que moi, j'obtienne la libération de mon mercenaire de la part du Mali. Ça doit certainement être un de ceux qui financent le terrorisme et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a pas jugé bon de dire son nom. Sinon, quand le Togo libère, intervient, on le dit. Si c'est le Maroc, comme tu l'as dit, le Maroc n'a pas d'ennemis, il ne de noise à personne. Donc, on aurait dû le remercier ouvertement pour montrer combien il peut être un facteur de la paix au milieu des pays arabophobes, négrophobes, qui veulent en finir avec les Noirs subsahariens. Donc le Maroc est une exception et on aurait pu le citer. Mais peu importe, quel que soit le pays, à partir du moment où quelqu'un a bien fait, qu'on a donné la liberté à un terroriste mercenaire français, qui se prend pour Bob Denard, le gars, il croyait qu'il va venir faire coup d'État, il rentre, c'est ce que je disais, que la France doit savoir que le temps des faux carrés des Bob Denard, c'est fini.
On ne peut pas envoyer n'importe quel kidam venir renverser un régime, tuer des gens et rentrer comme un héros à Paris, bomber le torse. Non. Donc, il faut remercier l'intervenant. Et 82 soldats, tu sais, nous sommes en Afrique, 82 soldats, ça veut dire au moins 82 épouses. Hein, et sinon le double ou le triple. J'ai dit au moins, je parle français. Alors, au moins. J'ai ajouté en français aussi. Je n'ai pas contredit ce que vous avez dit. Au moins 82 épouses et les enfants 2 ou 3 ou 4 fois 82. Sans compter les parents, les amis, les oncles, les sympathisants et l'esprit du corps de l'armée, les autres soldats qui savent que quoi qu'il arrive, le président Assimi Goïta ne les oubliera jamais et ne les laissera jamais entre les mains des ennemis. Il fera ce qu'il faut pour les libérer. C'est un très bon signe en direction de l'armée et c'est ce que tous les dirigeants aussi doivent faire si jamais leurs soldats ont des difficultés. Le soldat va au front, c'est pour tout le pays. Il engage sa vie, il engage sa liberté, sa sécurité, sa santé. C'est pour tout le pays. Alors chaque fois que le pays peut faire quelque chose pour l'aider, je crois que c'est une très bonne chose. Mais on ne peut pas en dire autant sur la libération du Français Vézilier Yann, parce qu'il a été jugé et condamné comme un agent dangereux, un espion que son Excellence a classé dans le groupe des terroristes. Mais libérer quelqu'un de Takabi, est-ce que ça peut être compris par l'opinion nationale, lui Kabaki? Comment les Maliens perçoivent-ils cette grâce accordée aux citoyens français, alors que le Mali a toujours parlé de souveraineté? Est-ce que cette souveraineté est en cause avec cette libération? Mais je parlais tout à l'heure de l'agitation que j'ai remarquée sur les réseaux sociaux où les gens sont beaucoup plus dans l'émotion, où on dit « Ah non, notre sœur Nathalie Yam avait déjà prédit qu'après ce procès, on risquait donc de le libérer, etc. » Non, je pense qu'il faut analyser les choses avec une tête froide. La prison, ce n'est pas par complaisance qu'on envoie là-bas, qu'on envoie les gens là-bas. Et dire que c'est un lieutenant-colonel français des renseignements et de l'aviation française qui avait la couverture diplomatique qui travaillait là-bas et qu'on a pu arrêter, qu'on a maintenu en détention pendant 1 an. 1 an sur 20. Non, ce que je veux dire, c'est une prouesse extraordinaire. J'ai dit tout à l'heure que de ma mémoire de journaliste, il ne m'est jamais apparu que cette situation soit arrivée. D'habitude, lorsqu'on prend un Français, un ressortissant français, justice civile, dans la foulée, même si on doit le condamner, s'il a trop duré, il a fait 1 mois ou 2 maximum, il repart. Mais si on l'a maintenu jusqu'à le juger, avec un droit de défense qui est clair, il a son avocat, je l'ai dit. Si ce dernier n'a pas senti le besoin d'interjeter appel pour que la vérité éclate, si elle n'a pas déjà éclaté en première instance. Parce que lorsqu'on vous traite quand même de conspirateur, de quelqu'un qui est en collusion avec des forces ennemies pour renverser un pays, c'est de l'opprobre, non seulement sur votre personne, mais sur votre pays, justement. Puisqu'il était là-bas en tant que diplomate d'abord, voyez-vous. Donc, si on a pu le maintenir comme ça jusqu'à le juger, avant de le libérer dans ce contexte-là où, subitement, on a au moins 80 fils maliens qui reviennent, mais je pense que c'est une prouesse extraordinaire. Au contraire, le peuple malien et du Sahel devait saluer cette bravoure, cette audace, ce courage que le régime d'Assimi Goïta a eu de maintenir un élément de ce Takabit-là, de cette trempe-là, qui donc alors humilie clairement la France, en témoigne juste son agitation dès son arrestation et toute la gesticulation qu'elle a menée pour essayer d'invisibiliser l'acte et de faire croire qu'en réalité c'était du faux. Pourquoi? Mais pendant ce temps, les Maliens impliqués dans le même dossier et condamnés, eux, ils sont toujours en prison. Oui, mais bien sûr, ça va arriver. Dans tous les cas, vous savez, c'est une procédure judiciaire. Et dans un contexte de déstabilisation d'un régime, ça veut dire que c'est un acte criminel qui demande une série d'investigations et de compilations des éléments sérieux. Voyez-vous, pour comprendre ce contexte-là, allez justement dans nos familles, tout simplement. Lorsque dans votre famille, vous avez vos enfants à qui vous avez donné une forme d'éducation donnée, et qu'un intrus vient de l'extérieur pour perturber cette quiétude-là, avec la complicité de certains de ces enfants-là, vous allez être plus
plus regardant même vis-à-vis de vos enfants. Parce que vous avez eu le temps de les éduquer, de les instruire, de leur donner des nutriments intellectuels, moraux, spirituels nécessaires qui doivent leur imprimer une certaine, conduite. Alors l'intrus, lorsque un frère du village ou d'une autre famille qui vient intercéder pour sa cause et vous dit, bon, franchement, on comprend qu'il a fauté, qu'il a dérapé, etc. Mais nous te prions de nous le donner, etc. Votre sens de l'humain, votre humanisme et tout ça, toutes les valeurs que vous incarnez vous obligera à leur concéder cela avec cette condition que dès lors qu'ils ont compris qu'il a été vraiment dangereux et nuisible pour la quiétude de leur famille, c'est qu'il ne va plus jamais répéter ça. Et je pense que c'est ce contexte qu'il faut comprendre. Le temps pour l'État malien de trouver les corrections les plus appropriées, qui ne sont pas des sanctions ou des punitions, mais c'est des corrections qu'il faut faire pour faire justice, pour que les citoyens maliens dans leur ensemble comprennent que personne n'a le droit d'agir en traître contre une vision, une action qui est implémentée pour le bien-être des citoyens dans leur ensemble. Excellence, quel peut être l'impact moral ou politique de la libération de Français par Bamako dans le contexte du dynamisme souverain? Non, attends, tu as dit cette libération, c'est comme si le désir de souveraineté du Mali devait en prendre un coup. Non. Au contraire. On n'a pas libéré le français par complaisance. C'est un échange de prisonniers. C'est vous qui le dites ainsi. C'est un échange de prisonniers, je le répète. Ils peuvent encore envoyer les communicants de la Zawad dire que je mens, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ils ont un autre zozo à Dakar là-bas qui raconte tout et son contraire matin, midi, soir. Bon, ils n'ont qu'à les envoyer. Nous, quand on parle à l'intelligence de ceux qui nous écoutent. On ne parle pas pour embobiner les gens, pour manipuler les gens, pour endormir les gens. On parle à l'intelligence des gens qui nous écoutent, quel que soit leur milieu. Alors, on a échangé. Je voulais souligner, Gilles, que dans tous les pays du monde, il y a échange de prisonniers. Pendant la guerre froide, même après la guerre froide, même à l'heure où nous parlons, il y a toujours des échanges de prisonniers entre les Russes et les Américains. Ukrainiens. Les espions qu'on prend à gauche, on prend à droite, on les garde bien au chaud. Et le moment venu, on les échange. Est-ce que cela remet en cause la souveraineté des États-Unis ou la souveraineté de la Russie? Non. Ils ont des gens, c'est leurs enfants, c'est leurs envoyés. Et s'ils sont en difficulté, il faut de tous les moyens, utiliser de tous les moyens pour les libérer. Mais pourquoi les faits n'ont pas été présentés comme tels, c'est-à-dire clairement dans la communication officielle? Et laisse-moi finir mon idée. Quelle communication officielle? Dans de pareilles circonstances, ce qu'on ne dit pas est plus important que ce qu'on a dit. Retiens ça comme ça. Donc, en matière d'échange de prisonniers, tu te rappelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fils de Staline, pas moi, le fils de Staline, qui s'appelait Yakov, il devait avoir le grade de caporal ou de sergent dans l'armée. Les Allemands l'ont pris comme prisonnier. Et à la bataille de Stalingrad, les Russes ont pris le maréchal von Paulus, le maréchal allemand, qui a dirigé la bataille de Stalingrad. Ils l'ont pris comme prisonnier et les Allemands ont proposé à Staline, écoute, on va échanger ton fils contre Paulus, tu nous donnes notre maréchal et nous, on te donne ton fils. Et Staline a dit, mais dis donc, moi je ne veux quand même pas échanger un petit caporal contre un maréchal. Il a refusé. Et on a fusillé son fils. Ah oui, c'est un cas extrême, mais c'est un cas de dignité et un cas aussi de souveraineté parce que effectivement, on n'échange pas un caporal contre un maréchal et un maréchal allemand. Ce n'est pas des rigolos ces gens-là. Donc, c'est pour te dire qu'en tout moment, depuis l'Antiquité, dans les guerres en Europe, il y a eu même des rois qui ont été pris sur les champs de bataille. Et leurs pays ont dû verser de très fortes rançons pour qu'on les libère ou qu'on les échange. Donc aujourd'hui, si le Mali a échangé le Viselier contre 82 soldats, on nous dit que ce n'est pas lié, d'accord. Nous respectons la vie du Mali, État souverain. On nous dit que ce n'est pas lié, d'accord. Nous respectons la vie de la France, État souverain. Mais je leur demande d'où viennent les gens de la Zawad sur les médias pour démentir ça. Qui les a chargés? Est-ce que c'est le Mali qui les a chargés d'aller démentir
ou bien c'est la France qui les a chargés d'aller démentir. Donc tu vois qu'on ne peut pas embobiner tout le monde à tout moment. Il y a des communications qui sont 2 fois plus toxiques que la non-communication.